Au dîner d'anniversaire de grand-mère, ma tante s'est moquée. Toujours réceptionniste? Quelle tristesse. Le lendemain matin. Ma famille est arrivée dans une banque privée pour un prêt hôtelier de 80 millions de dollars. Le banquier a dit, seule notre présidente peut approuver cela. Les portes se sont ouvertes. Je me suis assise en bout de table, vous cherchez ma signature? Leurs visages sont devenus blancs. Pourquoi êtes-vous ici? Mon nom est Olivia Carter. J'avais 35 ans lorsque ma famille a finalement appris que la réceptionniste qu'ils plaignaient possédait la banque qui tenait leur avenir entre ses mains. Au dîner d'anniversaire de mes grands-parents à Charleston. Ma tante a tapoté son verre de vin et s'est assurée que les 20 invités écoutaient. Toujours réceptionniste? Quelle tristesse. Mon cousin a tourné son téléphone vers la table, montrant la maquette d'un hôtel de verre s'élevant au-dessus du port. 80 millions de dollars, a-t-il annoncé. Nous finalisons le prêt demain. Peut-être qu'Olivia pourra faire des photocopies pour nous. Les rires ont parcouru la table. Mon oncle a levé son bourbon et a dit que je n'avais jamais eu l'estomac pour les vraies affaires. J'ai senti la vieille colère monter, mais je ne leur ai rien montré. Sous la table, mon téléphone affichait une alerte de calendrier confidentiel. Whitmore Hospitality, demande de $80,000,000. Examen par la présidente. 8h30. Ma tante a déplacé le Bourgogne millésimé hors de ma portée et a souri. Certaines choses sont gaspillées avec les gens qui ne peuvent pas les apprécier. J'ai demandé à mon cousin si la banque avait accepté ses projections et sa garantie personnelle. Il a souri avec mépris. Les gens à ce niveau savent qui est important. Le lendemain matin. Ma famille est entrée dans une banque privée en s'attendant à du champagne et à une cérémonie de clôture. Au lieu de cela, un banquier senior leur a dit. Votre demande dépasse l'autorité de la direction. Seule notre présidente peut autoriser l'exception. Les portes se sont ouvertes. Je suis passé devant eux. J'ai pris la chaise en bout de table et j'ai posé mon stylo plume sur la page d'approbation non signée. Vous cherchez ma signature? Ma tante est devenue blême. Mon oncle s'est levé si vite que sa chaise a heurté le mur. Mon cousin me regardait fixement comme si le sol avait disparu. Pourquoi es-tu ici? A-t-il chuchoté. Il n'avait aucune idée que le prêt avait déjà échoué ou que leurs propres documents avaient mis à ma portée. Avant que je vous dise ce que j'ai dit ensuite. Et comment un rêve de 80 millions de dollars est devenu la facture pour des années d'arrogance. Dites-moi, quelle heure est-il où vous êtes? Et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où cette mise au point voyage. Le cousin qui me regardait fixement était Marcus Whitmore. Sa mère, Linda, était la tante qui avait orchestré mon humiliation à table, et son mari, Robert, avait contrôlé Whitmore Hospitality pendant près de 3 décennies. Leur visage appartenait à ma plus ancienne définition de la famille et à ma plus claire définition de l'exclusion. 11 ans plus tôt, j'étais revenu de l'université avec un diplôme en finance. 2 stages en hôtellerie et un plan pour protéger notre entreprise familiale de la surexpansion. Robert m'a laissé terminer 12 diapositives avant de clore ma présentation. Il m'a dit que les investisseurs faisaient confiance aux hommes qui semblaient décisifs. Pas aux jeunes femmes qui posaient des questions inconfortables. Le même après-midi, Marcus, qui avait changé 2 fois de spécialité et n'avait jamais terminé un stage, a reçu un titre de vice-président. Linda m'a offert un poste de supervision de la réception dans l'un de leurs plus petits hôtels et a qualifié cela de naturel. Je me souviens encore du badge blanc qu'elle a poussé sur la table. Il portait mon prénom, mais pas notre nom de famille. C'était la blessure sous mon calme au dîner d'anniversaire. Ils n'avaient pas simplement rejeté une idée. Ils avaient effacé mon droit d'appartenance. Puis m'avaient offert un uniforme pour que je puisse sourire en regardant Marcus hériter de la place que je m'étais préparé à occuper. J'ai pris un emploi de réceptionniste, mais pas celui qu'il m'offrait. La Low Country Private Bank occupait 3 étages calmes au-dessus de King Street et mon premier bureau faisait face aux ascenseurs. J'accueillais les clients, réservais les salles de conférence et transportais les dossiers de crédit entre des personnes dont les conversations s'arrêtaient lorsque j'entrais.
Mes proches ont entendu le mot réceptionniste et n'ont jamais posé une deuxième question. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'une réception se situe à l'intersection de toutes les crises. J'ai vu des promoteurs arriver bruyamment et repartir en silence. J'ai vu des agents de crédit ignorer des présentations soignées et entourer en rouge un seul chiffre. Affreux. Après le travail, j'étudiais le crédit commercial, les cycles de revenus hôteliers, les ratios de couverture du service de la dette et la différence entre un terrain de valeur et un terrain qui pouvait réellement servir une dette. Elena Shah, alors directrice du crédit de la banque, m'a surprise en train de corriger le calcul d'occupation d'un emprunteur sur un brouillon jeté. Au lieu de me dire de rester à ma place, elle m'a demandé de le prouver. 6 mois plus tard, j'assistais l'administration du crédit. 2 ans plus tard, j'étais une analyste junior et la banque payait pour ma formation avancée en gestion des risques parce que je l'avais mérité. Mon chemin de ce bureau au siège de la présidente n'a été ni magique ni rapide. La nuit, avec l'autorisation écrite du service de conformité de la banque, j'ai créé un outil de prévision de flux de trésorerie pour les hôtels indépendants. Mon premier client était un établissement de 50 chambres près de Beaufort qui était à 3 semaines de ne plus pouvoir payer ses employés. Mon modèle a révélé une erreur de tarification, un contrat de linge gaspilleur et un déficit de trésorerie saisonnier que son propriétaire avait pris pour un échec permanent. J'ai facturé des honoraires modestes et accepté un petit bon de souscription d'actions. L'hôtel s'est redressé, les recommandations ont suivi. J'ai transformé l'outil en low country métrique. Embauché des ingénieurs et passé 7 ans à en faire une plateforme de risque utilisée par les prêteurs régionaux et les opérateurs hôteliers. Lorsqu'une société nationale de technologie financière l'a acquise, mes employés ont reçu leurs actions en premier. Après impôt, j'ai conservé assez pour diriger un groupe d'acquisition légitime. Les actionnaires fondateurs de la Low Country Private Bank étaient prêts à prendre leur retraite. Et la banque avait besoin de capitaux frais pour croître. Par l'intermédiaire de Graylin Corp, j'ai investi 32 millions de dollars de mes propres produits de la vente. Des investisseurs à long terme ont fourni 25 millions de dollars supplémentaires. Après 14 mois de vérification d'antécédents, d'examen de la source des fonds, de surveillance de la Réserve fédérale et d'approbation des régulateurs bancaires de l'État, Graylin a acquis 56% des actions avec droit de vote de la banque. Je suis devenu présidente 18 mois avant ce dîner d'anniversaire. Rien de cet achat n'a été caché aux régulateurs, aux administrateurs, aux employés ou au public. J'ai simplement refusé les interviews et gardé mon nom hors des campagnes promotionnelles. Ma famille ne l'a jamais découvert parce qu'ils avaient décidé il y a longtemps que ma vie était trop insignifiante pour être examinée. Quand ils me demandaient si j'étais toujours à la réception, je répondais que je travaillais toujours dans la même banque. C'était la vérité. Leur mépris a fourni le reste du mensonge. Le véritable début de leur effondrement est survenu 22 heures avant le dîner d'anniversaire. À l'intérieur d'une salle de crédit sécurisée où aucune histoire de famille n'était autorisée à compter. Elena, maintenant présidente de la banque, a affiché le dossier de Whitmore Hospitality sur un écran. Le projet d'hôtel Arbor Crown coûterait environ 114 $ et 7 cents millions. Ma famille voulait que notre banque dirige une facilité de crédit syndiquée de 80 millions de dollars. En conserve 12 millions et place les 68 millions restants auprès de prêteurs partenaires. La nouvelle parcelle au bord de l'eau et 3 hôtels en activité serviraient de garantie. Sur la première page, l'affaire semblait grandiose. À la page 12, elle semblait vorace. 11 millions de dollars des fonds propres supposés de l'emprunteur étaient eux-mêmes empruntés par l'intermédiaire d'une société affiliée. Les prévisions supposaient des tarifs de chambre de 28% supérieurs à ceux des hôtels comparables de Charleston dès la première année. Selon leur propre scénario optimiste, la couverture du service de la dette projetée n'était que de 1,31. Dans le cadre du test de résistance ordinaire de la banque, elle tombait à 0,84. Ce qui signifie que les propriétés ne généreraient que 84 centimes pour chaque dollar de dette programmée. Un entrepreneur avait déposé un privilège de 2 $ et 6 cents millions sur un hôtel existant. Les impôts fonciers d'un autre étaient en retard. Le plus troublant, Robert et Marcus voulaient que la facilité soit sans recours.
À l'exception de clauses de fraude étroites. Il voulait que le groupe de prêteurs supporte la quasi-totalité du risque de baisse tandis qu'il conservait tous les titres qui sonnaient puissants. Il y avait un autre problème qu'il ne connaissait pas. Je savais que Whitmore Hospitality devait déjà 47,03 millions sur un prêt à terme de premier rang, arrivant à échéance dans 31 jours. 6 mois plus tôt, la Low Country Private Bank avait acquis la position d'agent administratif et une participation de 12 millions de dollars dans ce billet par le biais d'une vente de portefeuille scellée par Coastal Atlantic, un prêteur réduisant son exposition à l'immobilier commercial. 2 institutions partenaires détenaient le solde restant. Le crédit Whitmore était l'une des 122 expositions commercialisées dans le pool. Lorsque notre équipe de diligence a identifié mon lien avec les emprunteurs, je l'ai divulgué par écrit et me suis récusé de l'examen de l'achat pour cet actif. Un comité indépendant soutenu par une société d'évaluation externe a approuvé notre participation et le rôle d'agent. Personne n'avait traqué ma famille. Personne n'avait modifié leur contrat. Leurs documents de prêt autorisaient expressément la cession et leur directeur financier avait reçu l'avis requis. Marcus l'avait apparemment traité comme du courrier administratif. Le billet existant était déjà en difficulté. Il exigeait un ratio minimum de couverture du service de la dette de 1,25. Whitmore avait déclaré 0,92 pour 2 trimestres consécutifs. Il plafonnait les distributions aux initiés. Pourtant, 6,04 millions avaient été transférés des comptes d'exploitation des hôtels vers des filiales contrôlées par la famille. Une partie de cet argent a servi à payer la parcelle du port et une autre partie a couvert les dépenses de style de vie et de représentation des dirigeants, qui comprenaient la location d'un yacht, les cotisations à des clubs privés et les rénovations de la retraite de Robert à Kiowa Island. La banque avait émis une lettre de réserve de droit et accordé une période de remédiation. La réponse de Marcus avait été la demande de 80 millions de dollars. Il prévoyait d'utiliser une partie de la nouvelle facilité pour rembourser le billet arrivant à échéance, puis de financer l'hôtel qui était censé résoudre tous les problèmes. Il ne construisait pas à partir d'une position de force. Il essayait d'emprunter assez d'argent pour cacher le trou sous ses pieds. Je n'avais pas besoin d'un retour en arrière pour sentir ce que cela signifiait. Dans les archives électroniques, Elena avait trouvé un dossier beaucoup plus petit datant de 9 ans. Un prêt de rénovation de cuisine de 620 $, pour l'un des hôtels familiaux. J'avais préparé le tableau de crédit en tant qu'analyste junior. Mes initiales OC figuraient sur la feuille de calcul finale. Marcus avait envoyé un courriel à l'agent de crédit par la suite, écrivant: celui qui a nettoyé ces chiffres est minutieux. Il avait bénéficié de mon travail et n'avait jamais été assez curieux pour apprendre mon nom. Ce détail m'a fait plus de mal que la blague sur la réceptionniste car il prouvait que l'invisibilité n'était pas l'absence de valeur. C'était le refus de regarder. Notre comité de crédit indépendant a voté à 5 contre 0 contre la demande de 80 millions de dollars telle que présentée. Une vraie banque ne laisse pas un propriétaire approuver un prêt par fierté, affection ou vengeance. Et je ne pouvais pas légalement agiter un stylo sur une mauvaise arithmétique et la transformer en crédit sain. Mais la politique de la banque permettait une voie étroite. Parce que la demande dépassait l'autorité de la direction. Comportait une concentration dangereuse dans l'hôtellerie et dépendait de la correction d'un défaut existant. Elle ne pouvait atteindre un examen spécial du conseil d'administration que si la présidente parrainait une exception écrite à la politique. Le parrainage n'approuverait pas le prêt. Il permettrait simplement aux administrateurs désintéressés d'envisager une restructuration. Fortement protégé. Un conseiller externe a documenté ma relation familiale. M'a interdit de voter sur le crédit et a confirmé que je pouvais choisir de parrainer ou non l'exception si j'exposais mes raisons et ne recevais aucun avantage personnel. Le comité a rédigé la seule structure qu'il pouvait défendre. De nouveaux fonds propres des propriétaires, des garanties personnelles complètes. Une gestion indépendante, des ventes d'actifs et un contrôle strict des distributions. Ma signature était la porte, pas le verdict. Sans elle, leur demande initiale restait refusée, et l'ancien prêt continuait vers son échéance. J'ai regardé la ligne de signature vide, puis l'invitation à dîner sur mon téléphone. La famille croyait que la réunion de demain était une célébration.
Je savais que c'était une dernière chance qu'il n'avait pas méritée. Pourquoi es-tu ici, a de nouveau demandé Marcus. Sa voix était plus forte maintenant, mais moins certaine. J'ai laissé le silence s'installer avant de répondre. Linda a grippé le bord de la table et a regardé de moi à Elena. Olivia travaille en bas, a-t-elle dit comme si elle corrigeait une erreur de placement. Elle est réceptionniste. Robert était toujours debout. La couleur a quitté son visage, est revenue en une rougeur sombre, puis a de nouveau disparu. Il a exigé de savoir si on m'avait envoyé pour apporter du café. Marcus a attrapé le dossier d'approbation. Croyant peut-être qu'il pourrait le fermer et inverser ce qu'il voyait. Elena a posé une main sur la couverture. Je lui ai fait un petit signe de tête. Chaque banquier dans la pièce a cessé de bouger. La chaise de Robert a roulé derrière lui, et quand il a essayé de s'asseoir, il l'a manqué de plusieurs centimètres et a dû se rattraper à la table. La seule personne qui ne semblait pas confuse était leur avocat, Julien Mercé. Son cabinet d'avocats avait sa ligne de crédit d'exploitation avec notre banque. Et j'avais présidé le comité qu'il avait renouvelé 4 mois plus tôt. Julien avait déjà vu ma signature. Il a lentement enlevé ses lunettes et a dit à Robert. Vous devriez vous asseoir. Elle est la présidente de Grayling Corp et de la Low Country Private Bank. La bouche de Linda s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Marcus a regardé la plaque de laiton devant moi. Olivia Carter, présidente. Puis il a ri une fois, trop sèchement. C'est impossible. J'ai fait glisser le rapport annuel de la banque sur la table. La participation majoritaire de Grayling. Ma nomination et la date de l'approbation réglementaire étaient imprimées dans un langage si simple que même l'arrogance ne pouvait le renégocier. Robert a arraché le rapport et m'a accusé d'avoir caché ma propriété pour les attirer dans la banque. Je lui ai rappelé que son équipe nous avait choisis après que 3 autres prêteurs aient exigé plus de fonds propres. Notre propriété était publique. La cession du portefeuille avait été divulguée. Je n'avais jamais sollicité leur demande, jamais parlé à leur agent de crédit. Et jamais participé à la souscription. Vous n'avez pas été trompé, ai-je dit. Vous n'avez simplement jamais imaginé que des informations sur moi pouvaient avoir de l'importance. C'est à ce moment que leur choc est devenu de l'humiliation. Le téléphone de Marcus a commencé à vibrer avec des messages de son directeur financier, qui avait finalement ouvert la page de gouvernance de la banque. Linda a chuchoté que je l'avais laissé se moquer de moi la veille. Je l'ai regardé et j'ai dit. Vous n'aviez pas besoin de mon CV pour décider si je méritais le respect. Un souvenir m'a traversé l'esprit. Pas un long discours. Juste le badge blanc de la réception glissant sur le bureau de Robert et Marcus faisant teinter les clés de son nouveau bureau de direction. J'ai senti la colère que j'avais gardée pliée pendant 11 ans s'ouvrir dans ma poitrine. Qu'est-ce qui détruit une famille fière plus rapidement? Découvrir que la femme qu'ils ont méprisée a du pouvoir ou réaliser qu'elle avait de la valeur même. Quand ils croyaient qu'elle n'en avait aucune. Robert a frappé la table de la paume de sa main. Assez. Nous sommes ici pour une clôture. Pas pour une représentation familiale. Comprenez-vous qui nous sommes dans cette ville? J'ai ouvert le mémorandum de crédit. Aujourd'hui, vous êtes les emprunteurs. Elena a déclaré pour mémoire que le comité indépendant avait refusé les conditions demandées. Marcus s'est tourné vers les autres banquiers et a recommencé à vendre. Il a parlé du nom Whitmore, de la demande des congrès, de la rareté des fronts de mer et des relations s'étendant sur 3 générations. Un administrateur a demandé pourquoi la contribution en fonds propres incluait des fonds empruntés. Un autre a demandé pourquoi les rapports d'occupation soumis à Coastal Atlantic différaient des chiffres qui nous avaient été fournis. Marcus n'a répondu à aucune des 2 questions. Il a parlé plus vite, puis a attaqué le modèle de stress, puis a blâmé une rénovation temporaire. Puis a blâmé la comptabilité. Chaque excuse rendait la pièce plus froide. Linda a essayé une approche différente. Sa voix s'est adoucie. Olivia, ma chérie, quoi qu'il se soit passé il y a des années. Cette entreprise est aussi l'héritage de tes grands-parents. Le terme affectueux semblait plus insultant que la blague. Elle m'avait appelé ma chérie seulement après avoir vu ma plaque nominative.
Je lui ai dit que la maison de mes grands-parents et leur fiducie de retraite ne faisaient pas partie de la garantie et resterait protégée. L'entreprise, cependant, appartenait aux personnes qui l'avaient contrôlée. En avait extrait des liquidités et avait signé sa dette. L'héritage n'était pas un coupon qu'il pouvait présenter lorsque les chiffres ne fonctionnaient plus. Marcus s'est penché assez près pour que je sente le café qu'il n'avait pas touché. Alors, c'est une vengeance? Tu as acheté une banque parce que nous ne t'avons pas donné de bureau? J'aurais pu crier. Pendant une seconde dangereuse, j'ai voulu énumérer toutes les blagues de vacances. Toutes les réussites ignorées. Chaque fois que Linda me présentait comme celle qui n'avait jamais trouvé sa voie. Au lieu de cela, j'ai gardé ma voix égale. J'ai acheté cette banque parce que j'ai appris comment fonctionne le capital pendant que vous, héritier de l'autorité. Votre demande a échoué parce que vous avez confondu autorité et compétence. J'ai tourné la page de parrainage non signée pour qu'ils puissent tous la voir. La phrase que vous avez entendue à l'extérieur a été simplifiée. Je ne peux pas approuver ce prêt seul. Et aucune présidente responsable ne le pourrait. Votre demande originale est déjà refusée. Ce dont vous avez besoin de moi, c'est le parrainage d'une exception qui permettrait aux administrateurs indépendants d'envisager une structure de sauvetage. J'ai décapuchonné mon stylo, tracé une courte ligne sous le champ de signature vide. Et je l'ai posé. Je ne parrainerai pas la fantaisie que vous avez soumise. Le visage de Marcus est devenu gris. Les mains de Robert ont commencé à trembler. Julian a fermé son bloc-notes car enfin il n'y avait plus rien à prétendre qu'ils étaient là pour célébrer. Elena a placé un deuxième dossier à côté de mon stylo. Celui-ci n'était pas une proposition. Il contenait le billet existant. Les avis de violation des clauses et un calendrier indiquant 31 jours jusqu'à l'échéance. La pile de capital de 80 millions de dollars de la famille avait combiné le refinancement de 47 dollars et 3 cents millions. Avec la première phase de construction. Sans un nouveau prêteur. Il ne pouvait ni rembourser l'ancienne dette ni préserver l'accord de marque de l'hôtel, qui exigeait un financement engagé avant la fin du trimestre. Robert a dit que Coastal Atlantic avait toujours prolongé ses prêts. Elena lui a rappelé que Coastal Atlantic ne possédait plus celui-ci et qu'une prolongation était une nouvelle décision de crédit. Pas une faveur héritée. La banque n'avait pas accéléré la dette, saisi une propriété ou sauté une période de remédiation. Elle n'en avait pas besoin. Le temps et les documents faisaient déjà leur travail. Julian a ouvert l'accord de prêt et a lu en silence. Robert lui a ordonné de demander une injonction d'urgence. De poursuivre pour ingérence et d'appeler tous les régulateurs qu'il connaissait. Le propre cabinet de Julian empruntait chez nous, mais cela ne le rendait pas loyal envers moi. Cela le rendait familier avec notre documentation. Il avait négocié la ligne de crédit de son cabinet à la même table et savait que nos comités enregistraient les conflits, les évaluations et les votes. Je peux contester une faute si j'en trouve une, a-t-il dit à Robert. Je ne peux pas demander à un juge d'effacer une clause de cession, un ratio manqué ou une date d'échéance parce que vous n'aimez pas la présidente. Marcus s'est retourné contre lui, mais Julian a continué à lire. La famille était arrivée avec un avocat qu'elle s'attendait à utiliser comme une arme. Au lieu de cela, il est devenu la première personne qu'ils ont payée pour dire que les chiffres étaient réels. J'ai fait glisser la fiche de conditions de sauvetage du comité vers eux. Je n'avais pas écrit ces aspects économiques et je ne voterai pas dessus. 5 administrateurs indépendants. 2 conseillers en restructuration externe et un conseil l'avaient construite autour des normes de crédit en difficulté ordinaire de la banque. Si je parrainais l'exception, le plan pourrait passer à l'examen final. Whitmore devrait injecter 15 millions de dollars de fonds propres réels des propriétaires. Pas d'argent emprunté par une autre filiale. Robert et Marcus signeraient des garanties personnelles complètes. L'entreprise vendrait son hôtel sous-performant de Savannah dans les 120 jours et commercialiserait 2 parcelles non développées. 75% du flux de trésorerie excédentaire serait directement appliqué au principal. Aucun dividende, frais de conseil familial, frais d'avion, cotisation de club ou transfert à des parties liées ne seraient autorisés. Un directeur de la restructuration indépendant contrôlerait les budgets.
Les dépenses en capital et les rapports aux prêteurs. Marcus se retirerait de son poste de directeur général pendant la période de tolérance et Robert renoncerait au contrôle unilatéral du conseil. Si les performances manquaient les étapes convenues, Whitmore coopérerait avec un administrateur judiciaire ou un processus de vente au lieu d'épuiser les propriétés par des retards. Linda a parcouru le calendrier des actifs et s'est figée quand elle a vu la retraite de Kiowa. La maison appartenait à Robert S. Investment LLC, pas à mes grands-parents. Et la LLC faisait partie du groupe de garants proposé. Vous prendriez notre maison de famille, a-t-elle demandé. Je l'ai corrigé. Leur résidence principale à Charleston n'était pas listée. La maison de mes grands-parents. Leur fiducie de retraite et leurs fonds médicaux étaient expressément exclus. La propriété de Kiowa était une résidence secondaire financée par des distributions prélevées alors que les hôtels violaient les limites des clauses restrictives. La banque ne la réclamait pas ce matin-là. Le comité exigeait que Robert la vende ou la mette en gage dans le cadre d'une restructuration volontaire. Linda n'avait aucune garantie devant elle et aucune obligation légale d'en signer une. Elle n'avait pas non plus le droit d'exiger que les déposants et les actionnaires financent un style de vie que les emprunteurs refusaient de risquer eux-mêmes. Robert a repoussé la fiche de conditions. Vous vous attendez à ce que je vende des biens, que je confie mon entreprise à un étranger. Et que je mette mon nom derrière chaque dollar pendant que vous êtes assise là à profiter de ça? J'ai soutenu son regard. Vous demandez à la banque de risquer 80 millions de dollars. Jusqu'à ce matin. Vous vous attendiez à ne risquer presque rien du vôtre. Marcus a dit que le nom Whitmore valait plus qu'une garantie. Je lui ai dit qu'un nom pouvait attirer des clients dans un hall. Il ne pouvait pas effectuer un paiement de dette. Il m'a accusé d'utiliser des informations confidentielles du dîner. J'ai demandé à Elena de lire la chronologie du dossier. Chaque écart, privilège, distribution et résultat de stress avaient été documentés avant que j'accepte l'invitation. La seule nouvelle information du dîner était que Marcus avait l'intention de finaliser un prêt que sa propre équipe financière savait ne pas avoir été approuvée par le comité. Son contrôle a finalement cédé. Marcus s'est levé, m'a pointé du doigt et a dit: je devais l'entreprise parce que nos grands-parents l'avaient construite pour nous tous. Quand il était temps de partager l'autorité, j'étais du personnel. J'ai dit, maintenant qu'il est temps de partager la responsabilité, je suis de la famille. Il m'a traité d'amer. Je ne l'ai pas nié. Oui. Ce que vous avez fait m'a rendu amer. La différence est que j'ai construit quelque chose de discipliné avec ce sentiment. Vous avez construit des projections. Robert a exigé de savoir si je les voulais à genoux. J'ai tourné la page de parrainage vers lui. Je voulais une place à la table il y a 11 ans. Vous m'avez dit que ma place était à la réception. Aujourd'hui, votre siège est une garantie. Votre titre est une condition et votre avenir dépend de l'arithmétique dont vous vous êtes moqué que je la comprenne. Je n'ai pas besoin de vous à genoux. J'ai besoin que vous sortiez du bilan de la banque à moins que vous ne puissiez dire la vérité. Elena a expliqué leur choix sans drame. Ils pouvaient retirer la demande de 80 millions de dollars et rembourser l'ancien billet à l'échéance. Ils pouvaient trouver un autre prêteur disposé à accepter le risque ou, dans les 48 heures, ils pouvaient soumettre la preuve des liquidités requises et demander l'examen des conditions de sauvetage. S'ils le faisaient, je divulguerais à nouveau mon conflit. Ne parrainerait que la structure protégée du comité et quitterait la pièce avant le vote. S'ils refusaient, la banque suivrait toutes les procédures de notification, de remédiation, de mise sous séquestre et de saisie requises par la loi de la Caroline du Sud. Pas de raccourci, pas de vendetta, pas de pitié spéciale. J'ai signé une reconnaissance de conflit, pas le prêt, et j'ai repoussé le stylo. Les mêmes règles vous protégeront de ma colère, ai-je dit. Et protégeront cette banque de votre sentiment de droit. Robert est parti le premier. Linda a suivi sans me regarder. Marcus est resté assez longtemps pour chuchoter, tu détruis cette famille. J'ai répondu, non. Je refuse de prêter 80 millions de dollars à l'histoire que vous racontez à son sujet. Pendant la première semaine, les Whitmore se sont comportés comme si le refus était une tactique de négociation. Robert a appelé des prêteurs à Atlanta,
Charlotte et New York. Marcus a promis à une banque que le privilège était en train d'être levé et a dit à une autre que les préoccupations de notre comité étaient personnelles. Les deux institutions ont demandé les mêmes déclarations de revenus, rapport d'occupation, registre des sociétés affiliées et registre UCC. Les deux sont parvenus à la même conclusion. Un fonds de dette privée a offert un financement à un taux punitif, mais seulement avec 25 millions de dollars de nouveaux fonds propres et des garanties plus solides que les nôtres. Ils l'ont rejeté et ont dit à Charleston que je leur avais tendu une embuscade. Cette histoire a survécu 3 jours. Puis un journaliste économique local a comparé leurs affirmations avec les dépôts de privilèges publics, l'option de développement expirée et le propre état financier retardé de Whitmore Hospitality. Le titre ne me mentionnait pas. Il disait « Le projet portuaire de Whitmore au point mort alors que la pression de la dette monte ». L'effondrement public est venu des promesses que Marcus avait faites avant d'avoir de l'argent. La marque hôtelière internationale a résilié sa lettre de gestion lorsque le financement engagé n'est pas arrivé. L'entrepreneur général a arrêté la mobilisation et a poursuivi son privilège. Les fournisseurs ont fait passer les hôtels existants au paiement à la livraison. Au Charleston Hospitality Council, 2 cadres qui avaient ri de la blague de Marcus sur la réceptionniste ont évité sa table. Une conférence l'a retiré d'un panel intitulé « L'avenir de la croissance disciplinée ». Ce n'était pas une punition que j'avais arrangée. Je n'ai jamais appelé le conseil, la presse ou un concurrent. Sa réputation a échoué parce que la performance sous-jacente était devenue visible. Au jour 28, sans prêteur de remplacement, et 3 jours avant l'échéance, Robert et Marcus sont revenus sans Linda. La confiance coûteuse avait disparu. Ils ont fourni la preuve de 12 millions de dollars de fonds liquides et un accord contraignant pour lever les 3 restants. J'ai parrainé la fiche de conditions du comité exactement comme elle était écrite. J'ai divulgué ma relation pour mémoire, et je suis parti avant la discussion. Les administrateurs désintéressés ont approuvé une facilité de tolérance et de restructuration de 12 mois. Marcus a signé sa démission en tant que directeur général avant que les documents de prêt ne soient publiés. Une directrice de restructuration expérimentée nommée Dana Brooks a pris le contrôle opérationnel. Robert est resté président de nom pendant 90 jours. Mais chaque décision importante nécessitait une approbation indépendante. Pour la première fois depuis des décennies, aucun des 2 hommes ne pouvait déplacer l'argent de l'hôtel parce qu'il voulait quelque chose. Le prix est arrivé actif par actif. L'hôtel de Savannah a été vendu en premier. Pour moins que ce que Robert avait prétendu qu'il valait, mais assez pour réduire le principal. 2 parcelles au bord de l'eau ont suivi. Robert a vendu la retraite de Kiowa pour 9 $ et 1 cent million et a liquidé une partie de son compte de courtage pour satisfaire la contribution en capital et plus tard le règlement de sa garantie. Le bail du yacht a pris fin. Son portrait a disparu du hall de l'hôtel phare lorsque Dana a remplacé l'image de marque familiale par des mesures opérationnelles. À la fin de la période de tolérance, l'hôtel phare de Charleston a encore manqué son objectif de flux de trésorerie. Dans le cadre d'un processus supervisé par un administrateur judiciaire, il a été vendu à un opérateur national. Le groupe de prêteurs a été remboursé. Les employés ont gardé leur emploi et le nom Whitmore a été retiré du bâtiment. Robert n'a pas perdu un empire rentable à cause de mon humeur. Il a perdu le contrôle d'une entreprise surendettée à cause de contrats qu'il avait signés et de fait qu'il s'était caché à lui-même. Marcus a payé différemment. Son condominium a été mis sur le marché et son adhésion à un comité de développement n'a pas été renouvelée. D'anciens partenaires ne retournaient ses appels que lorsque Dana était assise à côté de lui. Il a passé 6 mois à rendre des comptes à la directrice de la restructuration qu'il avait autrefois qualifiée de personne d'étableur. Perdre le titre de directeur général l'a plus blessé que de vendre n'importe quel objet. Car le titre avait été sa preuve qu'il comptait. La chute de Linda a été sociale plutôt que contractuelle. La fondation de la famille Whitmore a annulé une promesse de don de 1 $ et 5 cents millions pour un gala. Elle n'avait plus les liquidités pour l'honorer. Et la société de préservation lui a demandé de se retirer de son conseil d'administration.
Les femmes qui s'étaient pressées autour de sa table d'anniversaire ont cessé de l'inviter une fois qu'elle ne pouvait plus parrainer leur salle. Elle a vendu des bijoux volontairement pour préserver les apparences. Puis a découvert que les apparences n'ont aucune valeur de revente. Un après-midi pluvieux, Linda est venue à la banque sans rendez-vous. Elle ne s'est pas excusée de s'être moquée de moi. Elle a dit qu'ils m'avaient poussé parce qu'ils avaient toujours su que j'en étais capable. Puis elle m'a demandé de retarder la vente de l'hôtel phare jusqu'après son gala d'hiver. J'ai écouté jusqu'à ce qu'elle ait fini. Vous ne m'avez pas mise au défi de devenir forte, ai-je dit. Vous étiez à l'aise de croire que j'étais petite. Elle a commencé à pleurer et à utiliser le mot famille 6 fois. Je lui ai dit que mes grands-parents étaient en sécurité, que leur fiducie était intacte. Et que je continuerais à leur rendre visite. Mais que je n'interférerais pas avec une vente indépendante pour protéger son plan de table. Quand elle a tendu la main vers la mienne, j'ai reculé. Tu ne me manques pas. Linda. L'accès à une porte que tu supposais que je tiendrais ouverte te manque. Elle est partie sans le délai. Cette nuit-là, je me suis assise seule à l'ancien bureau de la réception dans le hall vide. Je l'avais gardé à travers 2 rénovations, non pas comme un trophée, mais comme une preuve. Je m'attendais à ce que la victoire soit chaleureuse. Ce ne fut pas le cas. J'ai ressenti du soulagement. De la colère et un chagrin si profond qu'il semblait plus vieux que le bâtiment. J'avais voulu qu'il me reconnaisse, et il l'avait finalement fait. Mais seulement après que la reconnaissance soit devenue coûteuse. Pendant plusieurs minutes, je me suis demandé si le vide signifiait que la vengeance avait échoué. Puis j'ai compris que la satisfaction n'était pas la même chose que la joie. Je n'avais pas besoin de me réjouir de leur perte pour que les conséquences soient justes. Refinancer un mensonge n'aurait pas guéri la fille qu'ils avaient exclue. Cela n'aurait fait que faire payer les déposants. Les employés et les emprunteurs honnêtes pour mon besoin d'être aimé. J'ai éteint la lumière du hall et j'ai laissé le bureau où il était. 14 mois plus tard, Marcus est revenu seul. Il devait 3,08 millions et voulait que la moitié soit annulée pour financer un motel. Il a admis qu'il n'avait jamais lu ma proposition universitaire. Maintenant, je sais ce que ça fait quand une pièce décide que vous n'êtes personne, a-t-il dit. Je croyais en sa douleur mais la douleur n'était pas un remboursement. J'ai offert la même prolongation disponible à tout garant coopératif, puis je me suis récusé. Marcus a regardé mon stylo. Est-ce que nous détruire t'a fait du bien pendant 10 secondes? Pendant 10 secondes, ai-je dit. Puis c'était comme enterrer une famille que j'avais déjà perdue. Pourquoi ne pas annuler la dette? Parce que la responsabilité n'est pas la vengeance. Je ne te punirai pas différemment parce que tu es de la famille. Et je ne te sauverai pas différemment non plus. À la porte, il a insisté sur le fait que le Harbor Crown aurait pu tout sauver. Je l'ai arrêté. Vous n'avez pas perdu un empire parce que j'ai refusé un prêt. Vous l'avez perdu parce que vous avez construit 80 millions de dollars d'ambition sur la croyance que quelqu'un d'autre absorberait la vérité. Ma signature n'était que le dernier endroit où vous avez essayé de cacher la fissure. Plus tard, le First Desk Fund a donné aux fondateurs négligés de justes seconds examens sans abaisser les normes financières. Je n'ai jamais pardonné le mépris de ma famille. Mais je n'ai jamais enfreint les règles pour leur faire du mal. La vengeance la plus propre a été de construire une vie que leur approbation ne pouvait plus contrôler. Auriez-vous signé le prêt pour préserver la paix familiale ou laisser les conséquences arriver? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous si vous croyez que le respect tardif n'est pas toujours un vrai respect. Nous espérons que cette histoire vous a donné une fin puissante et une pensée significative à emporter avec vous. Tout ici est fictif et créé uniquement à des fins de divertissement éducatif. Nous espérons vous rappeler que toutes les relations ne méritent pas d'être sauvées. Surtout lorsque les sauver signifie se perdre soi-même. Parfois. La chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de sauver ceux qui continuent de vous blesser.